Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Aujourd'hui, ladies and gentlemen, on a du lourd, du très lourd, avec le Special Strange 19 datant de mars 1980. En couverture, Magneto courbe le dos devant Phoenix, le ton est donné. Car aujourd'hui, il va y avoir du... Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Mais commençons par le récit rassemblant l'araignée et la torche ensemble. L'aventure est tirée du Marvel Team-Up 39 de novembre 1975 et elle est écrite par Bill Mantlo, dessinée par Sal Buscema et ancrée. Parce que vous arrêtez pas de gueuler depuis quelques temps quand je parle pas des encreurs, mais franchement il y a des fois on a envie de vous dire que vous êtes chiant. Bref, c'est ancré par Mike Esposito et David Hunt. Voilà, je suis sûr que ça en a intéressé plus d'un. Bien, rassurez-vous, dans une perspective raisonnable de bienséance, je vais essayer de rester courtois. Alors l'histoire relate l'une des nombreuses sorties de Spider-Man qui porte secours à la torche humaine, attaquée et capturée par Montana et Fancy Dan, vous savez, les deux brigands des exécuteurs. Speedy parvient à délivrer la torche humaine et au moment où ils mettent une volée aux exécuteurs, ils sont soudainement interrompus lorsque le Crime Master, bel et bien vivant, et l'homme sable débarquent pour mettre un peu plus d'ambiance à la baston. Bref, c'est une petite histoire sans prétention, qui n'a pas de quoi révulser les terrines, mais dont les rebondissements avaient de quoi satisfaire les jeunes lecteurs de l'époque. Plus intéressant qu'un tuto make-up, mais quand même pas au point de s'en toucher la nouille. Puis nous passons à l'épisode de la chose associée à Iron Fist, dans une aventure bizarre tirée du Marvel 2-in-1 numéro 25 de mars 1977, écrite par Marv Wolfman, dessinée par Ron Wilson et ancrée par, oui parce que vous êtes chiant, ancrée par Sam Gringer. Ça va là? La chose et Iron Fist sont capturés par la nation de Kewan, décrite par Iron Fist comme une île au large de la Mandchourie, divisée en deux états ennemis. Il constate rapidement que la reine Sen a été évincée par le général Chonga, et après avoir tenté de recruter des héros des États-Unis pour essayer de former leur peuple à combattre l'invasion, les derniers représentants de la reine, incarnés à travers le prince Dragon, ont kidnappé la chose et Iron Fist par pur désespoir. Après une bataille épique, le prince Dragon et la chose, accompagnés d'Iron Fist, battent Chonga et son armée, le tout se terminant par les fiançailles du prince Dragon avec la reine Sen. Bon, voilà, c'est un one-shot dont l'existence n'a sans doute rien apporté au patrimoine des comics, mais bon, il se lit plus facilement que du Balzac. Mais je devine à votre silence poli et presque impatient que vous attendez bien évidemment ce moment-là de la vidéo, y compris ceux qui aiment qu'on parle des encreurs, et il n'est nul besoin de perdre plus de temps en parlant des deux aventures de nos chers X-Men. Cet épisode appelé Magneto triomphant est tiré de l'Uncanny X-Men 112 d'août 1978. Il est écrit par le génial Chris Claremont, dessiné par le divin John Byrne, et ancré, parce qu'il faut parler de l'ancrage, sinon ça va encore gueuler dans les chaumières, par Terry Austin. Bref, le trio de choc est là pour nous offrir deux aventures extraordinaires. Je disais donc que après s'être libéré du contrôle de Mesmero dans l'épisode précédent, les X-Men ont pris d'assaut la caravane du méchant pour lui Péter la gueule. et là, pas de chance, il se retrouve nez à nez avec Magneto. Convaincu que la nouvelle équipe n'est pas prête à l'affronter, Cyclope ordonne à tout le monde de sortir de la remorque. Diabo se téléporte à l'extérieur et ses coéquipiers l'entendent crier de peur. Ils découvrent avec horreur que Magneto a déjà enfermé la caravane où ils se trouvent dans une sorte de bulle magnétique et qu'ils sont à plusieurs kilomètres dans les airs, volant à une vitesse très rapide. Pris au piège et dépendant du bon vouloir de leur ennemi, les X-Men doivent écouter Magneto leur raconter les détails de son dernier complot contre eux. Après sa bataille avec eux sur l'île de Muir, il n'en a pas eu assez et il est encore animé par cette obsédante lubie d'éliminer les X-Men. Le mec, il est borné, on dirait ma sœur. Et là, hop, petite incohérence du scénario, quand le fauve demande à Magneto pourquoi il lui en veut. Il lui rappelle qu'ils ont fait équipe contre Fatalis dernièrement. On était copains, toi et moi, lui en style. Cela fait référence à leur alliance dans Super Vilain Team-Up numéro 14 et à l'épisode des champions numéro 16 que nous avons pu lire dans le Titan 20. Mais si c'est le cas, c'est une erreur éditoriale, car à la fin de cette histoire, des champions, le fauve ainsi que toutes les autres personnes impliquées dans l'histoire ont perdu la mémoire de ces événements. Si, regardez, j'ai fait des recherches, regardez, c'est écrit là. Bon, voilà, mis à part cette incohérence, le reste du récit est très bon. Bref, ça cause sur les détails du complot, et Cyclope, toujours aussi pédant et pontifiant, comme l'être agaçant qu'il peut être, demande à Magneto pourquoi il s'est attaqué à Mesmero, qui était pourtant son ancien allié. Magneto révèle qu'il n'a jamais rencontré Mesmero, et que celui qui complotait autrefois avec lui contre les X-Men, d'origine, était un imposteur robot. Oui, je suis pas très net cette histoire. Magneto propulse magnétiquement Mesmero vers la Terre, sous le regard horrifié de Tornade, qui s'indigne, en expliquant qu'on ne balance pas les gens comme ça dans l'atmosphère, c'est un meurtre. Mais Magneto lui assure que Mesmero sera déposé en toute sécurité quelque part en Amazonie. Au moins, le sort de Mesmero a le mérite d'être clair, aussi clair que l'œil de verre de Monsieur Le Pen. Pendant ce temps, un avion de chasse s'approche et son pilote et son copilote observent la remorque de cirque volant, ainsi que Mesmero qui en est largué. Les deux pilotes sont assez déconcertés. Et là, hop, petite anecdote intéressante, si vous regardez le nom des pilotes, on voit un certain Pérez et Tirador. C'est évidemment un clin d'œil à Georges Pérez, qui a fait la couverture de ce numéro, et Tirador est la traduction espagnole de shooter, donc c'est une allusion à Jim Shooter, l'éditeur du numéro. Voilà, c'était intéressant, non ?
Bref, la remorque est transportée vers un volcan en Antarctique où elle descend dans la lave, protégée par les pouvoirs de Magneto, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa base secrète en son sein. C'est fou quand même comment Magneto a un penchant particulier pour la construction des bases secrètes en Antarctique. C'est la 3e fois qu'il fait ça. La première fois c'était dans le X-Men 61 et 62, en pleine terre sauvage, et donc sous l'Antarctique. Vérifiez par vous-même les gars, si vous ne le croyez pas, dans l'unique album de Luke consacré au premier X-Men, et intitulé Khazar. Purée, j'adore cette couverture. Bon, la seconde fois qu'il a construit sa base en Antarctique, c'est dans Defender 15 et 16. Et la rebelote, il nous fait une nouvelle base située sous un volcan. Ça doit être une passion, hein. Tel le gros Jackie qui fait du tuning à Tourcoing, Magneto, lui, fait des bases secrètes, customisées, sauf que lui, c'est sous l'Antarctique. Une fois à l'intérieur de la susdite base, l'irascible Magneto brise la remorque en voyant les X-Men se vautrer sur le sol rugueux de la base. Une baston spectaculaire débute, mais elle est très mal organisée. En effet, les X-Men lancent des attaques individuelles sur leur adversaire, et parce qu'ils ne savent pas travailler en équipe, ils se font tous maîtriser. En plus, Magneto a tout anticipé, et il arrive facilement à prévoir les attaques prévisibles de ses ennemis. Lui, au moins, il a su tirer des enseignements de la bataille de l'île de Muir. Bref, ils se font tous mettre marave par Magneto, et ça va vite virer à la pétaudière. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, le mot fait très peur. Ce dernier, pas le mot, c'est Magneto, adopte une attitude très dédaigneuse envers celle qu'il croit encore être la petite Marvel Girl, et il est surpris par l'assaut psychique sauvage et puissant du Phénix. Elle réussit presque à défoncer Magneto. Le mec, il fait dans son slip, en constatant la puissance de la nénette. Mais pas de chance pour ce bâtard, car Phoenix se rend compte alors de sa terrible puissance, et toute perturbée par la découverte d'une telle puissance, Jean est déstabilisée. Elle perd son avantage à cause de cette surprise, et elle est finalement vaincue. Magneto, comme tous les grands méchants triomphants, prend un moment pour se réjouir de sa victoire. Et lorsque tous les membres des X-Men reprennent connaissance, ils se rendent compte qu'ils sont attachés dans des fauteuils de désinhibition, si je puis dire, qui annulent leur pouvoir. Magneto leur présente alors Nounou, la gouvernante robotique, qui va bien s'occuper d'eux. Les X-Men sont faits, car les chaises sont verrouillées dans les systèmes neuronaux de chacun d'eux. Haha, Matrix n'a rien inventé, c'est Pépère Claremont qui en a eu l'idée. Bien joué, Chris. Bref, cela les empêche non seulement d'utiliser leur pouvoir, mais les rend immobiles et incapables de parler de manière cohérente. La vengeance de Magneto consiste à laisser les X-Men dans un état similaire à celui dans lequel il s'est retrouvé quand il avait été transformé en gamin. Les X-Men possèdent toujours leur esprit et leurs souvenirs d'adultes, mais ils sont aussi impuissants qu'un nourrisson ou un vieux dans un EHPAD. La vengeance de Magneto est vraiment celle d'un bâtard, elle est ignoble, il est mauvais jusqu'à l'os ce mec, parce que en fait, elle est totalement mal dirigée, car ce pauvre connard magnétique oublie qu'il a été ramené à l'enfance par sa propre création, le mutant Alpha. Il se venge de cette humiliation sur les X-Men, alors qu'en fait, il devrait viser les défenseurs. D'ailleurs, le professeur X était le seul X-Men impliqué dans cet événement, qui a eu lieu dans The Defender numéro 16, et il n'est pas ici. Et si quelqu'un devrait être puni, c'est bien lui. En fait, aucun des X-Men que Magneto est en train de punir n'a participé à cette humiliation. Bref, les X-Men sont donc en fâcheuse posture, et cela nous amène tout naturellement vers le deuxième épisode, publié dans ce spécial Strange, celui qui est tiré de l'Uncanny X-Men 133 de septembre 1978, toujours réalisé par le trio de choc cité précédemment. Tout commence avec Magneto qui attaque un centre de recherche en Australie, tandis qu'une équipe de journalistes tente de le filmer. Il tourne sa colère contre eux et met fin au tournage. 6 heures plus tard, le journal de la BBC rapporte que la base a été complètement détruite. Cheever déplore que les ennemis de longue date de Magneto, à savoir les X-Men, semblent avoir disparu de la surface de la Terre. Et vous savez quoi ? Non. Bah moi non plus. Et pendant ce temps-là, sur l'île grecque de Krynos, Lilendra et Charles se la jouent cool. Mais le professeur Xavier est troublé d'avoir perdu son rapport télépathique avec les X-Men pendant plus d'une semaine. Il est incapable de les contacter ou de les localiser. Lilendra essaye de le rassurer, mais Xavier reste pensif. Et là, moi je dis non. Non, 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 non. Au risque de plomber l'ambiance, comme disent les typographes, je m'insurge. Parce que le professeur Xavier dit qu'il a perdu son lien télépathique avec les X-Men pendant plus d'une semaine, mais justement, il y a un truc qui cloche. Les X-Men sont les prisonniers de Magneto depuis plusieurs jours, voire même une semaine. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils ont été enlevés par Mesmero avant cela. Ils ont été ces monstres de foire pendant une durée indéterminée avant de se libérer. Même le fauve avait remarqué que la X-Mansion semblait avoir été abandonnée depuis longtemps. Et là, hop, Xavier nous dit qu'il a perdu récemment le contact. Il semble étrange que le professeur ne remarque que récemment ce détail. Cela implique aussi qu'il n'aurait pas essayé de les contacter avant cela. Là, dis donc, je sais pas ce qu'elle lui a fait la Lilendra là, mais il est perturbé, hein. Revenons dans la base antarctique de Magneto, où les X-Men sont toujours enfermés dans les chaises de leur humiliation, réduits à l'état de légumes tout en gardant leur esprit. Leur fonction motrice réduite à celle de petits enfants. Ils assistent impuissants à l'humiliation d'être dorlotés par le robot Nounou qui les aime avec condescendance, les nourrissant comme des nourrissons. Mais Tornade a suivi les mouvements de Nounou et sa routine, et elle en profite pour fomenter un plan d'évasion. Secouant sa coiffure, elle réussit à en faire jaillir un ensemble de crochets qu'elle garde dans sa coiffe. En saisissant un crochet avec ses dents, elle se met au travail pour déverrouiller la chaise. L'occasion pour le lecteur d'en apprendre un peu plus sur
la belle Ororo, car pendant qu'elle travaille, elle se souvient comment, après la mort de ses parents, elle a été amenée devant le maître des voleurs du Caire, et comment il l'a formée à être une voleuse experte. Elle est donc capable de contourner certaines des inhibitions de la chaise de Magneto, et ça c'est plutôt pas mal. Cette histoire est donc intéressante, car elle nous présente les compétences de crochetage d'Ororo, et les secrets de sa coiffe, ainsi que son passé en tant que pickpocket des rues du Caire. Cette nana-là, elle est pleine de ressources. Elle a connu la vie dure, c'est pas le genre à se la jouer lascarde d'une ZEP de Mantes-la-Jolie, tu vois. Ororo, c'est du costaud. Le temps passe et pendant ce temps-là, Magneto, dans sa base reconstruite sur l'astéroïde M, en train de faire des trucs de méchants. Oui, quand c'est pas dans l'Antarctique, Magneto aime bien les astéroïdes, puisqu'en effet, il reconstruit sa base sur l'astéroïde M, qui avait déjà été vue et détruite dans le X-Men numéro 5. Bref, il est occupé à ses plans diaboliques, mais il reçoit une alerte d'un dysfonctionnement mineur sur sa base antarctique. Il se dit qu'il ferait bien d'aller voir ce qui se passe. Quand il arrive, il trouve les lumières éteintes et Noulou qui fonctionne mal. Conscient que c'est un piège, il se fait quand même surprendre, mais arrogant et péteux comme il se dit qu'il écrasera encore une fois facilement les X-Men et qu'ils peuvent aller se rhabiller, et là il faudra quand même qu'on explique pourquoi il s'était déshabillé. Mais cette fois, Phoenix a lié par télépathie les X-Men, ce qui permet à Cyclope de leur donner des ordres sans parler. Ils travaillent en équipe et sont capables de gagner et de garder le dessus. La baston est tout bonnement spectaculaire. En utilisant des techniques de frappe et de course, ils mettent une raclée à Magneto, le frappant sans relâche. Phoenix le jette dans une console de contrôle et Colossus le frappe brutalement. Et vous vous dites, et alors? Et ben justement, cela a son importance. Et là, ça chie dans la colle. Diablo est le premier à réaliser que de la lave s'infiltre dans la base. Magneto explique à la hâte que Phoenix l'a jeté dans les commandes du dôme protecteur, qui a maintenant commencé à s'ouvrir et permet à la lave de s'infiltrer. Le combat prend fin alors que la situation devient plus grave. Profitant de la panique qui gagne l'équipe, Magneto réussit à s'enfuir et abandonne les X-Men à leur sort. La lave menace d'enterrer tout le complexe. Le fauve sauve Phoenix de puissants débris qui allaient la tuer, mais l'action les sépare du reste de l'équipe. Les X-Men sont vraiment séparés à ce moment-là. Magneto, gravement blessé, fait un effort suprême pour s'échapper juste avant l'éruption du volcan. Les plans sur lesquels il travaillait sont maintenant ruinés car les données vitales qu'il avait conservées dans cette base ont disparu. Bon, d'un autre côté, il est con de stocker ça en dessous d'un volcan, hein. C'est de sa faute, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Gravement blessé par les coups de Colossus, il aura besoin de mois pour récupérer. Il admet tout de même, et à contre-cœur, que les X-Men ont assuré et qu'ils ont bien failli le battre avec un fantastique esprit d'équipe. Pensant qu'ils sont morts, ils s'envolent confiants, pensant qu'ils n'ont pas les moyens de s'échapper. Phoenix arrive à ressortir du volcan avec le fauve, mais l'attention l'a fait s'évanouir. Pris au piège, dans le rude environnement antarctique, le fauve tente de mettre Jean en sécurité. Mais bientôt les éléments commencent à faire des ravages sur lui, et il s'effondre également. Purée, quelle fin! Les X-Men probablement morts, et les deux survivants bientôt gelés à mort. Ça, c'est de l'intrigue. Bon, quand même, on est en droit de se poser des questions sur certains aspects de l'histoire qui restent sans réponse. Déjà, quels étaient exactement les grands plans de Magneto, ou qu'est-ce qu'il était allé chercher dans la base australienne? On n'en sait rien. Et on n'en saura rien d'ailleurs. Et c'est pareil, c'était quoi ces données vitales détenues dans la base antarctique? On sait pas. Bon, malgré quelques incohérences, franchement cet épisode, c'est de la balle. Comment qu'il est trop bien, épique, grandiose, époustouflant. Je pense que nous avons été des milliers à adorer cet épisode. D'ailleurs, dans vos commentaires, ici et là, on voit que vous avez tous le même enthousiasme qu'autrefois quand vous le relisez. Oui, c'est du très bon. Alors ne boudons pas notre plaisir et quittons tout de suite cette vidéo pour aller se refaire une petite lecture. Ça pourra pas nous faire de mal, les enfants. Allez, salut les geeks, bonne lecture, et prenez soin de vous, mes loulous. Il existe une société secrète du nom de l'AIM, Association d'Idiots Malfaisants. Cette organisation secrète fabrique des Golgoth depuis 1969. Dès qu'un particulier ou une entreprise a besoin d'un Golgoth pour semer le trouble quelque part, c'est à l'AIM qu'on fait appel. Donc, docteur Jean-Jean, c'est un peu lugubre ces bureaux. Bah ouais, monsieur Modoc, on est un peu faussé là, mais c'est provisoire, hein. Oui, allô? Je suis bien à l'AIM? Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah en fait, je suis un rageux de type connard cosmique, et j'ai vu cette chaîne où il y a un youtubeur qui parle de comics vintage, et qui invite ses contemporains à voyager dans le passé. Et moi je trouve que c'est mal et amoral. Il s'appelle Bob Zombie. Ouais, on connaît ici, ouais, c'est un con. Ça serait possible de lui envoyer un Golgoth pour le faire cesser son infamie? Oui, vous voulez quoi comme Golgoth? Bah un truc efficace, hein, auquel il s'attend pas. Alors actuellement, on a des promotions sur la fourreuse. La fourreuse? Avec moins 25% sur les assassinats de Kidam. Ah bah ok, ça marche. Je vous dois combien? Alors c'est 3 euros payable en 2 fois, hein. 1,50€ maintenant, puis 1,50€ après la mission effectuée. Ok, ça marche. J'ai hâte de voir le résultat. Vous serez pas déçus, hein. Bon bah ça y est, on a du pain sur la planche, hein. Va nous chercher le Golgoth 69, dit la fourreuse, pour qu'on la brise sur sa mission face à Bob Zombie. Mais quel est ce froid qui saisit soudainement les locaux? C'est elle arrive, et elle semble déterminée à s'occuper de Bob Zombie.